bienvenue. C'est l'heure des GG des grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story Radio et Télé pour les GG, c'est parti, nous sommes en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Dans les grandes gueules, avant de vous présenter le trio détonnant avec lequel vous allez débattre et vous donner les sujets de discussion, n'oubliez pas, c'est parti pour les 1000 € RMC. C'est tous les jours, c'est en direct, c'est avec les grandes gueules. Vous envoyez RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16 et vous gagnez 1000 € à 9h15 tout à l'heure. Si c'est raté avec les GG, vous gagnez tout à l'heure avec Vincent Moscato. Vous inscrivez toute la journée, c'est simple comme un SMS. RMC par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Dans les grandes gueules aujourd'hui, Joël Dagosseri, chargé de clientèle dans le logement social. Bonjour ma chère. Bonjour à tous. Thibault Langsat, chef d'entreprise. Bonjour Thibault. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. Bonjour mon cher David. Bonjour à tous. Jérém Star passera le grand oral des GG tout à l'heure avec nous. Oui, il a choisi les grandes gueules pour aussi livrer toute sa vérité. À Jérém Star, c'est le choc des mondes. Thibault Langsat, Jérém Star, on a hâte de voir tout à l'heure. Tu le connaissais Jérém Star avant? Pas du tout. Non. Tu l'as découvert grâce à nous. Exactement. Bon, j'ai mis un peu de temps à lire le livre, mais je l'ai lu. Jérém Star qui vient livrer sa vérité, toute la vérité, après l'affaire de cyberharcèlement, l'affaire de mœurs dont il se dit avoir été victime sans pouvoir répondre. C'est l'espèce de tornade qui s'abat sur vous via les réseaux sociaux et autres. Et il vient raconter ce qui lui est arrivé. Jérém Star qui est maintenant sorti de toute cette affaire. Il sera là à 11h. 11h-5 le match des GG. 11h-20 les GG veulent savoir. Rencontre entre les Corses et le président aujourd'hui. Mais les nationalistes ne veulent pas voir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne veut pas aller à l'Assemblée territoriale. Dialogue de sourds sur la Corse. Est-ce que le fil, le lien est rompu avec la Corse? Les GG veulent savoir. 10h, grande gueule du jour. L'humoriste Blanche Gardin. Elle refuse d'être décorée des arts et lettres. Et sur scène tous les soirs, elle prend bille en tête le président de la République, Emmanuel Macron. Elle lui règle son compte sur l'histoire des SDF. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que c'est le rôle d'une humoriste? On en parlera à 10h, 10h-20, le monde de Macron à la une des grandes gueules. Nous allons reparler des causes d'un accident. Vous vous souvenez l'accident du bus scolaire et du TER à Millas? 6 enfants qui avaient trouvé la mort. On sait désormais une chose, c'est que la conductrice, elle prenait les fameux médicaments, des psychotropes. Et ça nous renvoie aux boîtes de médicaments avec le petit triangle rouge. Aujourd'hui, c'est la une des grandes gueules. Est-ce qu'il faut davantage de contrôle sur ceux qui prennent ces médicaments? Écoutez les témoignages des familles des victimes de Millas. RMC, à la une des grandes gueules. Le médecin traitant, justement, lui a renouvelé les ordonnances tous les 3 mois. Il n'y a eu aucune analyse de fait pour savoir si le traitement lui convenait. Médecine du travail, c'est pareil, il la laisse travailler, ça passe comme à l'as. Moi, je voudrais savoir comment ils ont pu laisser une personne comme ça conduire. Je ne l'accablerai jamais. La faute est à tout le monde, à commencer par le conseil général, la maire de Millas, la médecine du travail qui n'avait pas à faire travailler Nadine sous médicaments comme la médecine du travail, normalement, est là pour ça. Oui, cet accident, on sait désormais que la conductrice de car, en fait, depuis 7 ans, elle prenait un médicament. Oui, on connaît enfin la cause de cet accident tragique de Millas qui avait fait 6 morts parmi les collégiens transportés en décembre 2017, une collision entre le car et une rame de TER. La conductrice donc prenait depuis 7 ans un médicament contre l'insomnie, incompatible avec la conduite, un médicament qui interdit de conduire tout simplement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a appris la juge d'instruction qui avait demandé à Sanofi, qui commercialise ce médicament surnommé Dilmovan, de dire précisément ce qu'il comportait. Et il comporte un pictogramme rouge de niveau 3, considéré comme le niveau le plus élevé et équivalent à une interdiction de conduire. C'est bien inscrit sur la boîte de médicaments. Attention, danger. Donc la conductrice, en prenant ce médicament, en toute connaissance de cause, avait décidé de ne pas respecter justement cette mise en garde. L'enquête a révélé également que pendant les 90 secondes précédant l'accident, la conductrice avait semblé en pilotage automatique avant un brutal coup de frein, trop tardif, devant donc cette barrière baissée du
du passage à niveau. Alors ces nouveaux éléments, bien entendu, vont pousser les avocats des familles des victimes à demander aussi au parquet d'enquêter sur le médecin de la conductrice, peut-être le mettre en examen. Cette conductrice d'une quarantaine d'années se voyait prescrire le médicament depuis 7 ans, mais depuis les 2 dernières années, c'était le même médecin. Donc pendant 2 ans, le médecin a prescrit un médicament, alors que sur ce médicament, on dit que le traitement ne doit jamais excéder 4 semaines. Donc il y a à la fois la responsabilité du médecin et puis il y a la responsabilité de la conductrice qui prend donc ces médicaments, vous savez, avec les pictogrammes niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour la conduite dangereuse. Aujourd'hui, une exposition à un médicament potentiellement dangereuse est retrouvée chez environ 10% des accidentés de la route. Donc il y a un vrai problème. Peut-être faut-il renforcer davantage les contrôles. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG, monsieur Thibault Langsade. D'abord, probablement sur les transporteurs routiers, on aura une réglementation qui sera à peu près analogue à celle que l'on a dans les avions. C'est-à-dire qu'on aura des visites médicales qui sont quand même assez poussées. Après tout, dans un avion, il y a 80 personnes, mais dans des bus, il y en a tout autant. Et donc, on aura cette réglementation qui va évoluer. C'est déjà le cas pour l'alcool, puisqu'on ne peut pas démarrer un bus quand on transporte de la personne sans souffler dans un éthylotest, ce qui ne veut pas dire qu'on est alcoolique, mais ça veut dire que c'est la réglementation. Et il faudra des visites médicales plus poussées. L'autre point, c'est qu'il y a quand même une défaillance quelque part. C'est que aujourd'hui, on a une médecine du travail qui fonctionne plus très bien. D'abord, il y a une pénurie de médecins. Et puis, il y a un paradoxe, parce que c'est la médecine du travail qui vous autorise à travailler, et c'est votre médecin traitant qui, finalement, vous suspend. Donc, il y a une forme d'incohérence, et il faudrait probablement faire en sorte que les médecins traitants puissent autoriser également les gens à travailler, puisqu'ils les connaissent. Et ils connaissent leurs difficultés. Après, dans le cas présent, je ne sais pas quelle était la relation qu'il avait avec son médecin, si c'était la médecine du travail ou pas, mais on voit qu'aujourd'hui, en France, on a une problématique sur la médecine du travail. Et puis enfin, le dernier point, c'est que, et probablement ça se corrigera à l'avenir, il faut tendre sur le dossier patient numérisé, digitalisé, qui va permettre de comprendre à un médecin traitant de suivre l'ensemble des médicaments qui ont été souscrits. Et à partir de là, en combinant son activité professionnelle et ses difficultés médicales, de pouvoir prédiguer un certain nombre de conseils. Mais le médecin traitant, il n'a pas le rôle qu'a la médecine du travail d'arrêter on va dire. Oui, mais le médecin traitant qui prescrit pendant 2 ans le même médicament, alors que ça ne doit pas dépasser les 4 semaines, il y a une responsabilité aussi du médecin. Il y a une responsabilité. Même si la première responsable, c'est la conductrice. Je ne suis pas sûr que la première responsable soit la conductrice en l'espèce. Pourquoi ? Justement parce que quelqu'un qui prend un traitement psychotrope depuis 7 ans peut évoquer effectivement des défaillances légitimes, en tout cas une non prise de conscience de la mise en danger qu'elle provoquait. Ah non mais vraiment, moi je me souviens d'une situation qui était à peu près analogue. Quand quelqu'un boit et prend le volant, c'est celui qui boit qui est responsable. Quelqu'un qui était sous psychotrope et qui avait contracté un crédit dans une société de crédit de consommation classique, eh ben le fait qu'elle prenne des psychotropes et que le crédit lui ait été accordé sans certificat médical, sans contrôle médical, a annulé tout bonnement et simplement ce crédit en disant qu'elle n'était pas responsable. D'accord, mais quand quelqu'un prend le volant après avoir bu un verre de trop, c'est bien la personne qui a bu un verre de trop qui est la première responsable. Oui, mais là c'est différent, on parle de traitement, on parle pas de mais c'est pareil, c'est comme de l'alcool. Quand c'est marqué sur une boîte de médicaments, c'est incompatible avec la conduite, c'est comme boire un verre de vin qui est incompatible avec la conduite. Là je crois véritablement, et l'enquête le révélera, mais je crois que la médecine du travail et le médecin traitant sont véritablement les premiers responsables dans cette affaire. La médecine du travail, comme tu soulignes, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si le traitement continue, la patiente, si tu veux, elle remet son destin entre les mains des médecins. C'est le sachant. Et si après un médicament pour la c'est pas un enfant, non mais bien sûr, mais c'est le sachant. C'est responsabilise tout le monde. Mais d'accord. Non mais c'est pas un enfant. C'est le sachant. Le médecin lui dit allez-y, vous pouvez continuer, je vous renouvelle votre traitement. Sur la boîte, c'était marqué. Et donc si tu veux, toi tu fais confiance au médecin. Joël Dagosseri. Oui, non, mais il y a effectivement plusieurs problèmes dans cette histoire. Le premier problème, c'est l'emploi. Parce que là, le problème, c'est que si elle arrêtait son traitement, voilà, si elle, en tout cas, en continuant son traitement, elle perdait son travail. Il faut aussi dire ça. Et c'est là où je dis qu'elle est aussi responsable, c'est que peut-être la peur de perdre son travail l'a poussée aussi à continuer son traitement et à conduire et à continuer à conduire. Donc ça, c'est le premier souci. Maintenant, c'est qui savait qu'elle prenait ce traitement ? Est-ce que son employeur était au courant qu'elle prenait ce traitement ? Parce que la médecine du travail, moi j'ai déjà vu la médecine du travail, excuse-moi, elle n'a pas connaissance, et là où je suis d'accord avec Thibault, c'est qu'elle n'a pas connaissance de ton dossier médical. En principe, oui.
Elle n'a pas connaissance. Non. Si. Moi, quand je vais voir mon dans le médecin cas des du maladies travail, auto-immunes, qu'on connaît tous les deux, justement. Oui, mais c'est moi qui ai dû lui donner mon dossier, c'est moi qui ai dû lui apporter mon compte-rendu médical de l'hôpital, c'est moi qui ai dû lui dire quel traitement je prenais, et elle m'écoute, et elle note sur son ordinateur. C'était vraiment, enfin, je ne sais pas si j'étais devant un médecin, honnêtement, ou si j'étais plutôt devant, je sais pas, un chargé d'administration qui relevait ce que je lui disais, et qui disait, bon, bah, au vu de ce que vous me dites, oui, vous allez prendre le travail ou non, ou voilà, enfin, c'était tout. Donc la médecine du travail, elle n'est pas vraiment au courant de ce qu'on vit si je ne lui dis pas. C'est ça le souci. Donc c'est là où ce que tu disais, l'intérêt de croiser les fichiers médecin généraliste, médecin traitant et médecine du travail. Le S-Data doit se mettre en place et qui est une base de données, il va falloir créer un dossier patient. Ce que je veux dire, c'est qu'en Belgique ou en Hollande, c'est assez clair, votre médecin, quand il vous reçoit, il tape votre nom et il a globalement toutes les prescriptions qui ont été faites par d'autres médecins. Voilà, alors évidemment, il y a une confidentialité qui est très forte, mais il sait qui il a affaire en fonction des médicaments qui ont été prodigués. Nous sommes avec une généralité, parce que moi, vraiment, j'ai mon médecin traitant et le médecin de la médecine du travail qui sont en étroite relation dans pour une maladie spécifique. Si tu communiques avec ton médecin traitant et si tu communiques avec la médecine du travail, oui, mais ça fonctionne peut-être un peu mieux dans les zones urbaines, dans les zones périurbaines et dans les zones rurales. Oui. Bon, il y a un désert médical des médecins du travail. C'est très difficile pour eux. On trouve des Roumains qui essayent de passer le cap et il y a un turnover très fort. Et c'est une médecine, une praticité, je ne sais pas comment on le dit précisément, qui est totalement désertée. Mais il y a un problème de fond, c'est que le médecin du travail vous autorise à travailler et c'est votre médecin traitant qui vous stoppe. Bon, alors il y a un moment où il faut essayer de réfléchir. Alors attendez, nous sommes avec Maître Collard, Maître Jeanne Collard, qui fait partie qui est avocate de 3 des familles endeuillées. Bonjour Maître Collard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sur la médecine du travail, ce qui est intéressant, c'est que allez-y. Aujourd'hui, depuis la loi El Khomri, le transport scolaire n'est plus considéré comme un métier à risque. Et donc, le médecin du travail ne doit plus faire de visite d'aptitude. Ah bon ? Voilà. Et c'est un vrai scandale. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Donc, le médecin du travail qui a vu Madame Olivera l'a vu pour voir si elle n'avait pas de problème de santé pour elle, mais pas dans le cadre de son exercice professionnel. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, qu'allez-vous faire, vous, en tant que Maître Collard, pardon, qu'allez-vous faire en tant qu'avocate maintenant de cette donnée que vous avez en tant qu'avocate des familles des victimes, alors ? Écoutez, moi j'ai demandé au magistrat instructeur qui sollicite du parquet, bon ça c'est la procédure, un réquisitoire supplétif pour que maintenant l'information se dirige contre le médecin qui prescrivait ce somnifère en ne pouvant ignorer les effets secondaires lourds, puisque les médecins sont informés par les laboratoires. Il lui prescrivait depuis 2 ans, alors que on sait que c'est un médicament qu'on ne doit pas prendre plus de 3 mois. Et Madame Olivera le prenait depuis 7 ans. Donc il y a une potentialisation des effets qui amène à des troubles secondaires à type d'absence. C'est-à-dire que pendant 1 minute, 2 minutes, vous ne savez plus où vous êtes en conduite automatique. Et quand on relit la reconstitution de l'accident, on voit effectivement que personne ne comprend ce qui se passe. Elle pousse la barrière, elle freine pas, elle ne freine qu'au dernier moment. Quand vous dites en pilotage automatique, c'est-à-dire que elle connaît par cœur la route. Elle n'est pas là, elle a une absence. C'est un effet secondaire de ce médicament. Elle n'aurait pas vu la barrière baisser et elle freine trop tard. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Maître Collard, bonjour. Ça s'appelle l'absence. Bonjour. Bonjour. Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui prend ce traitement depuis 7 ans, est-ce qu'on peut considérer que sa responsabilité est moins engagée que celle de la médecine du travail, d'une part, qui valide sa possibilité de travailler, et de son médecin traitant qui lui prescrit dans des conditions assez anarchiques? Est-ce qu'on peut considérer que de ces 3 éléments de ce dossier terrible, la moins responsable est la conductrice, du point de vue du droit? Je partage totalement votre avis. Je pense que Mme Olivera n'a jamais menti. Elle a toujours dit qu'elle prenait ce médicament. C'est une femme très simple. Je pense que à partir du moment où un médecin lui donne, elle ne peut pas imaginer que.
et que s'il y a un criminel pour moi dans ce dossier, c'est le médecin. Ouais, voilà. C'est le sentiment que je partage. Vous savez, ce que je souhaite, c'est que c'est qu'il soit mis en examen, qu'il soit condamné, pour que les enfants de Mias ne soient pas morts pour rien, et que demain, on essaye de trouver des solutions à ce problème, parce qu'il y a Mias, mais il y a énormément d'enfants qui sont conduits tous les jours par des gens qui prennent des médicaments. Mais Maître Collard, on contrôle tout de mieux en mieux, avec notamment ce fameux radar tourelle, la vitesse, la distance de sécurité. Parfois, on fait des contrôles contre l'alcool au volant. J'ai l'impression que le grand tabou, c'est la prise de médicaments et la conduite. Combien de professionnels de la route, chaque jour, prennent la route en ayant pris ce type de médicaments, en ayant pris des psychotropes? Moi, là, et c'est en vente libre, avec des médecins qui sont visiblement totalement dans la combine, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Écoutez, moi j'ai fait un projet de loi il y a 1 mois pour obliger les médecins à dénoncer, à informer la commission médicale de la préfecture des pathologies à risque et des gens qui étaient sous médicaments dangereux pour la conduite. J'ai adressé ce projet de loi au député en charge de la réforme du permis de conduire et je n'ai jamais eu de réponse. La seule chose qu'on peut faire, c'est ça, c'est obliger le médecin à saisir, à informer la commission médicale, donc il n'y a pas de violation du secret médical, des pathologies lourdes et des gens qui sont sous médicaments qui peuvent influer dangereusement la conduite. Il faut qu'on fasse quelque chose. Enfin, là, on est devant un cas emblématique, j'ai envie de vous dire. On a un mec qui lui faisait des renouvellements pour 3 mois, alors que ce médicament ne doit pas être pris plus de 1 mois. En même temps, elle n'a pas été forcée à prendre des médicaments. Il y a aussi une responsabilité de la conductrice. On ne peut pas non plus accabler le médecin sans parler de la responsabilité de la conductrice. Non, je ne suis pas d'accord. Le responsable, c'est le médecin. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que peut-être que moi sûrement, ou vous, on aurait réfléchi, on aurait pris du recul, on aurait lu la notice. Mais vous savez, il y a des gens simples pour qui le médecin, c'est encore un dieu, quoi. Voilà. Merci, Maître Collard. Merci d'avoir été avec nous. La discussion continue avec Joël Dagosseri, avec David Dickens, avec Thibault Langsad. À tout de suite. Merci, Maître Collard, pour votre participation. Le temps de donner la parole à Romain, qui est avec nous. Bonjour, Romain. Bonjour, c'est vous le gagnant des 1 000 € RMC, mon cher Romain. Les 1 000 € RMC. Bravo, félicitations Romain. Merci à vous, merci beaucoup. C'était simple comme un SMS, RMC par SMS au 7 32 16. Vous avez gagné avec les grandes gueules, continuez de vous inscrire tout au long de la journée, RMC par SMS 7 32 16. Et vous gagnez tout à l'heure avec le camarade Moscato à partir de 16h. A tout de suite avec les GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules.